Bienvenue, vous écoutez Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Vivre avec des rhumatismes, au-delà de la pathologie et des effets sur le corps, cela a aussi des conséquences dans bien d'autres aspects de la vie. Les rhumatismes peuvent avoir une influence sur les relations sociales, sur le travail, au sein de la famille, mais aussi des répercussions sur les finances. Aujourd'hui, avec Laetitia Porchet, assistante sociale, nous allons aborder ces différentes thématiques et donner des pistes pour surmonter ces défis. Bonjour Laetitia, bienvenue. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour, je vais bien, merci et je vous remercie de votre accueil aujourd'hui. Vous êtes assistante sociale pour la Ligue vaudoise et la Ligue valaisanne contre le rhumatisme. En quoi consiste votre travail ? Le travail d'assistante sociale consiste tout d'abord à accompagner des personnes ou des groupes de personnes qui rencontrent des difficultés qui peuvent être de différents ordres. Ça peut être tout d'abord d'ordre économique, administratif, familial, professionnel ou encore concernant des questions spécifiques comme celles du logement, de la santé, voire sociale ou psychosociale. Qu'est-ce que c'est le conseil social et quels en sont les objectifs ? Alors, le conseil social de la Ligue vaudoise et valaisanne contre le rhumatisme est tout d'abord une prestation offerte aux personnes qui souffrent d'une maladie rhumatismale ou de plusieurs maladies rhumatismales et qui nécessitent une aide ponctuelle ou régulière afin de solutionner un problème du quotidien qui impacte la qualité de vie. C'est vraiment le concept central, l'idée étant de pouvoir améliorer la qualité de vie des personnes. L'objectif du conseil social, c'est donc d'accompagner ces personnes le temps qui est nécessaire afin de retrouver leur autonomie et d'assurer ainsi l'intégration, que ce soit au niveau social, communautaire ou professionnel. Et les contacts que les assistants sociaux ont avec les personnes peuvent se faire soit au domicile des personnes, au bureau de la Ligue ou par téléphone. Voilà, les besoins sont évalués selon les situations. Quand généralement les personnes viennent demander votre soutien ? Alors, ce que l'on observe dans la majorité des situations, c'est que les personnes font appel à nous lorsqu'une situation pose problème et handicape le quotidien. Très souvent, malheureusement, j'ai envie de dire, la situation est déjà en crise lorsque les personnes concernées nous contactent et c'est ce qui nécessite une prise en charge plus ou moins rapide afin de pouvoir apaiser la situation. Ce qu'on observe, ce qui est la réalité des personnes, c'est que lorsque la santé est atteinte, leur capital énergie est fortement diminué et il est dévolu à couvrir les besoins vitaux, ce qui fait que l'énergie et l'investissement nécessaire dans des démarches administratives peut être fortement diminué. Et c'est là que le conseil social permet de soulager la personne via un accompagnement, une écoute ou une orientation professionnelle. Dernièrement, par exemple, j'ai reçu un appel d'une maman dont le mari souffre de rhumatisme et qui a 2 petits-enfants et qui, suite à des problèmes financiers, se sont retrouvés avec 2 loyers non payés, avec un risque de recevoir une fin de bail et de devoir quitter le logement. Et là, du coup, on est intervenu pour pouvoir trouver une solution pour payer le loyer, les loyers arriérés, le loyer en cours, pour que la famille puisse reprendre une situation assainie. Et puis, sinon, ça peut être aussi, il y a régulièrement des questions de budget serré qui font que les personnes nous contactent parce que forcément, quand on est atteint dans sa santé, ça signifie des frais médicaux plus importants et revoir le budget et ça déséquilibre fortement. Donc, la problématique financière est souvent quand même à l'origine de la prise de contact. Et puis, une des questions qui revient aussi très, très souvent actuellement, c'est le manque de médecins. Ça, c'est aussi une porte d'entrée qu'on voit de plus en plus et que les personnes n'ont plus accès à un médecin de famille ou à un spécialiste parce qu'il n'y en a plus de disponible, tout simplement. Nous allons parler pendant la prochaine demi-heure d'une multitude de thèmes. Peut-être pouvons-nous commencer par la question de l'impact sur les relations sociales. Quels sont les premiers obstacles qui apparaissent à l'annonce du diagnostic à l'entourage ? Alors, le premier obstacle que je mentionnerais, peut-être pas directement vis-à-vis de l'entourage, mais déjà personnel, c'est d'accepter le diagnostic. C'est pas forcément évident parce que quand un diagnostic nous tombe dessus, forcément qu'on remet en question toute notre organisation, notre vie, notre quotidien. Donc il y a déjà là une acceptation personnelle à faire. Et puis ensuite, quand bien même il peut y avoir un soulagement lorsqu'on reçoit aussi le diagnostic, ce qui est paradoxal, mais voilà, on sait ce qu'on a. On est aussi au pied d'une montagne parce qu'on doit revoir tout son réseau, toute son organisation, des fois aussi professionnelle, ce qui n'est pas rien.
Et puis par rapport à l'entourage, forcément ça dépend de la situation de chaque personne, des liens familiaux, amicaux qui existent ou qui n'existent pas généralement. On s'aperçoit qu'il y a des entourages qui peuvent être très très soutenants, aidants, avec voilà le dossier des proches aidants aussi qui se mettent en place. Et puis on observe aussi qu'il y a des personnes qui souhaitent ne pas faire intervenir leur entourage et puis qui peuvent garder la pathologie pour eux ou alors se distancer de leur entourage pour justement ne pas se ressentir comme un poids pour leurs proches. D'où aussi l'importance du service social qui peut soulager et puis permettre de garder sa sphère privée intacte. C'est quoi un peu les différentes réactions qu'ont généralement l'entourage? Alors, en règle générale, les personnes nous mentionnent un entourage soutenant. C'est souvent quand même ce qu'on observe, mais qui va de pair avec une gêne de la personne qui ne souhaite pas déranger ou importuner généralement ses enfants qui ont leur propre vie avec les petits-enfants ou les frères et sœurs. Mais en général, on observe un entourage soutenant, pour autant que la famille soit une famille unie. Quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent dans vos consultations? Les thématiques financières et d'adaptation de vie sont les deux thèmes centraux que je mentionnerai, qui reviennent régulièrement dans les consultations sociales. Donc c'est vrai que les problèmes de santé mettent souvent longtemps à être reconnus par les assurances sociales et ceci impacte la réalité financière des personnes puisqu'on observe souvent des semaines ou des mois où les personnes doivent faire les recherches en assurance sociale, remettre en place un équilibre financier et ça impacte fortement les réalités financières avec des retards de paiement qui peuvent intervenir et qui bousculent vraiment tout le quotidien des personnes. Et puis d'un autre côté, l'adaptation de vie est également un terme central, puisque forcément, avoir une maladie rhumatismale, donc vivre au quotidien avec des douleurs, sous-entend des traitements, un réseau médical à mettre en place avec des suivis qui sont souvent quand même, en plus d'être réguliers, parfois assez lourds, avec une fatigue aussi, et ceci nécessite de revoir toute une organisation quotidienne, que ce soit au niveau du travail, de la vie familiale, de la vie personnelle. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui occupe beaucoup au niveau des consultations. Et comment pouvez-vous aider les personnes qui viennent vous voir? Alors par rapport à ces sujets, c'est vrai qu'il y a deux pans. Il y a le côté empathie, écoute, de recevoir ce que la personne ressent, de pouvoir valider que c'est normal, que c'est une période de transition et puis qu'on va pouvoir travailler là-dessus et avancer. Et puis quand c'est des questions plus pratiques au niveau financier et administratif, alors là, on met en place les démarches qui doivent être faites, on accompagne, on oriente, ça dépend des capacités de la personne. L'idéal, c'est que la personne puisse faire elle-même, mais s'il faut faire pour elle le temps alors on fait à la place de la personne. Qu'est-ce que les proches peuvent faire pour aider? Ou qu'est-ce qui est parfois plus difficile pour l'entourage? Alors, ce qui est tout d'abord important de dire, c'est que les proches sont sollicités pour autant que la personne qui nous contacte le souhaite et soit d'accord que les proches soient sollicités. Ce qui veut dire que l'assistant social ne va jamais contacter des enfants, des parents ou des frères et sœurs ou un conjoint si la personne ne nous y autorise pas. Ensuite, c'est vrai que la famille va plutôt avoir une aide morale ou psychologique pour la personne qui est atteinte dans sa santé. Elle peut aussi l'accompagner au niveau administratif. Mais ce qu'on observe souvent, c'est quand même un souhait de ménager l'entourage proche et d'où l'importance de faire appel à un service social. En tout cas, quand la situation elle est en crise, où les proches ont aussi leur réalité et où nous, on peut être proactifs pour faire les démarches qui sont nécessaires. Au-delà des conséquences sur notre cercle social, vivre avec des rhumatismes chroniques, cela pose aussi un certain nombre d'interrogations concernant notre capacité à travailler et donc notre revenu. Pourquoi cela peut être stressant pour les personnes concernées d'annoncer une maladie à leur cercle professionnel? Alors, annoncer une maladie dont on souffre à notre entourage professionnel, c'est tout d'abord intégrer son espace privé dans sa sphère professionnelle, ce qui n'est pas anodin ni évident pour tout le monde. Ensuite, cela implique aussi de reconnaître qu'on a désormais des limitations et des capacités diminuées dans un monde professionnel qui, quand même, au jour d'aujourd'hui, est une référence et met en avant des qualités qui sont importantes dans la société dans laquelle on vit. Et c'est aussi des inconnus sur l'avenir proche. Donc tout ceci peut occasionner un malaise en sachant que l'on passe quand même une majeure partie de sa vie au travail.
Le cercle professionnel, les relations qui sont entretenues avec lui sont donc des éléments centraux pour notre qualité de vie, forcément pour la personne concernée aussi directement. Ce qu'on peut aussi observer, c'est forcément la réalité financière, qui est forcément un élément essentiel. Qui dit problème de santé impacte le travail, donc forcément potentiellement le taux ou la qualité de travail qu'on va pouvoir offrir à notre employeur. Et forcément remet en question le fait de pouvoir assumer sa profession. C'est vrai que on a des personnes qui nous contactent en amont, justement, quand elles voient que leur situation de santé ne leur permet plus de couvrir leur journée au travail de manière satisfaisante et sans douleur. Et la question de la réalité financière émerge forcément parce que c'est l'inquiétude qui est derrière. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire, de dire vis-à-vis de leur employeur ou leur employeuse ? Alors les conseils qu'on peut donner aux personnes qui nous sollicitent sur ces questions vont dépendre évidemment de chaque situation. C'est vrai qu'on prend le temps forcément de découvrir la personne, de la connaître, qu'elle nous transmet quelle est sa situation au niveau de son monde professionnel. Donc c'est vrai qu'en discuter avec son employeur dépend forcément de la structure, de l'entreprise, de la qualité des relations, de la durée aussi des relations contractuelles de travail entre employeur et employé, de la confiance qui existe aussi entre la personne et son employeur. Et puis ensuite, notre travail consiste à initier une discussion qui intègre les nouvelles contraintes auxquelles la personne est soumise de par ses soucis de santé. Donc généralement, on peut initier une discussion avec l'employeur ou alors pas si la personne ne le souhaite pas, effectivement. Quand vous dites initier une discussion, ça veut dire que vous allez, vous, à la rencontre aussi de l'employeur ? Alors, c'est assez rare. Si la personne le demande, personnellement, je le fais volontiers. Nous, on a la liberté de pouvoir accompagner les personnes, que ce soit pour une quelconque démarche administrative auprès d'une administration ou pour un rendez-vous, que ce soit auprès de l'Office AI ou de l'employeur. Donc moi, je le fais très volontiers, en sachant qu'on garde toujours en mémoire que la personne doit être autonome. Donc, on va plutôt la laisser y aller par elle-même. Mais on accompagne volontiers si cela s'avère nécessaire. Est-ce que l'employeur ou l'employeuse peut nous licencier pour motif de maladie ? Que dit la loi par rapport à ça ? Alors en Suisse, les employés sont protégés de par la loi dans le sens où on ne peut pas être licencié lorsqu'on bénéficie d'un arrêt maladie. Donc la durée de protection dépend de la durée du contrat de travail. Elle est généralement de 30 jours lors de la première année de service. Ensuite, si ça fait entre 2 et 5 ans qu'on travaille auprès du même employeur, on a 90 jours de protection et au-delà de la 6e année, 180 jours. Je me permets de préciser qu'un service social n'est pas un service juridique, ça c'est aussi important. Donc ça veut dire que lors de nos consultations, l'assistant social peut tout à fait informer d'un contenu législatif ou des différentes lois qui existent, les expliquer, mais en aucun cas on ne fait de conseil juridique. Si cela s'avère nécessaire, on va orienter, on a des partenaires au niveau du réseau qui offrent des services juridiques. On peut aussi accompagner la personne avec ou simplement l'orienter vers un service qui pourra lui donner des conseils juridiques. Nous avons parlé de la question du travail, des changements que cela peut impliquer. Ça a souvent des conséquences financières également. Il peut y avoir des dépenses supplémentaires dues à la maladie, mais aussi une perte de gain. Comment les personnes concernées peuvent-elles réagir à cela ? Alors, tout dépend des personnes et de la souffrance qu'elles subissent au quotidien. La perte financière est souvent importante et c'est pourquoi il est important, de mon point de vue, de prendre contact avec un service social qui peut s'assurer que les aides existantes soient sollicitées et mises en place. Beaucoup trop souvent, l'accès aux assurances sociales est méconnu. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une récente étude qui vient d'être faite par Prosénectuté Suisse qui est sortie récemment, qui montre, en tout cas dans le cas des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, qu'il y a 30% des personnes qui y auraient droit, qui n'y ont pas accès et la raison principale est le manque de connaissances que cela existe. Donc ça veut dire avoir peut-être plus de contact avec des assistants, des assistantes sociales et aussi avoir accès à de la documentation ? Alors voilà, exactement. Moi, je privilégierais l'accès à un service social pour obtenir l'information directe. La documentation est très bien faite, mais si on a un service social qui nous donne la bonne directement, c'est peut-être plus facile que souvent de se retrouver devant des présentoirs qui sont très bien faits, mais constitués de plein de choses qui peut-être ne nous concernent pas.
Donc il y a l'indemnité journalière pour perte de gain en cas de maladie, la LAMAL, l'assurance invalidité, l'assurance chômage, les prestations complémentaires, l'aide sociale. Comprendre toutes ces aides, c'est vraiment pas une tâche facile. Comment y voir un peu plus clair? Alors effectivement, un grand nombre d'assurances sociales existent et il n'est pas toujours évident de s'y retrouver lorsque cela est nécessaire. D'autant plus, rappelons-le, quand on est atteint dans sa santé et qu'on a vraiment d'autres considérations plus importantes à prendre en compte ou qu'on est tout simplement limité. Donc bien souvent, ces personnes sont diminuées dans leur capacité de s'investir dans les recherches et la situation est encore plus dramatique pour les personnes qui ne parlent pas le français. On s'aperçoit aussi que pour les non-francophones, la situation est d'autant plus difficile. Donc la voie la plus rapide et efficace est effectivement de prendre contact avec un service social, de s'entretenir avec un ou une assistante sociale qui pourra saisir la situation, expliquer et orienter parmi toutes les assurances que vous venez de mentionner. Quelles assurances sont mises en place automatiquement et lesquelles nécessitent des démarches proactives? Alors, à part quelques exceptions cantonales, mais qui sont relativement peu fréquentes, aucune assurance, j'ai envie de dire, ne va être mise en place systématiquement et automatiquement. Il est généralement nécessaire de faire une démarche pour enclencher une demande d'aide ou un droit auprès de telle ou telle assurance. Après, la démarche peut être faite par un employeur, par la personne elle-même ou avec l'aide d'un service social, de son médecin, mais il y a toujours une démarche proactive à faire en amont. Et quels sont les principaux obstacles et les difficultés que l'on peut rencontrer en faisant ces démarches? Ce que l'on peut observer, c'est que les obstacles sont multiples pour en arriver à bénéficier d'une assurance sociale. En premier lieu, la connaissance des aides existantes. On dit que nul n'est censé ignorer la loi et pourtant beaucoup de droits et d'aides sont méconnus en Suisse. Alors c'est le paradoxe, on est dans un monde où la formation circule énormément, mais peut-être qu'elle n'atteint pas non plus tout le temps les personnes qui en ont réellement besoin. Donc ça, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une méconnaissance. Et puis peut-être tout simplement aussi que quand on n'est pas concerné, on ne s'intéresse pas parce que on n'a pas besoin de ces aides. En second lieu, je citerai aussi les démarches administratives en elles-mêmes. On peut tout à fait les comprendre, elles sont nécessaires et pertinentes pour assurer que l'aide intervienne au bon endroit. Par contre, les formulaires et les documents à annexer sont souvent effectivement assez fastidieux et complexes à compléter, d'autant plus si on ne parle pas la langue dans laquelle ils sont rédigés. Et puis, je mentionnerai encore aussi deux choses, les délais de traitement qui peuvent être aussi un petit peu contraignants dans le sens où ça peut prendre du temps jusqu'à ce que les décisions soient rendues. Et après, il faut encore les comprendre, les décisions, parce qu'elles sont souvent aussi très législatives, juridiques. Et puis là, se faire accompagner pour les comprendre peut aussi être une bonne chose. Et puis, on observe aussi souvent une certaine gêne de la part des personnes d'aller solliciter des aides. Pour l'assurance invalidité, on parle de la réadaptation qui prime sur la rente. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'assurance invalidité est une assurance qui date de 1960 et qui a connu plusieurs révisions depuis 60 ans. Et il est vrai que depuis qu'elle existe, quand on parle d'assurance invalidité, de l'AI, on pense souvent à la rente mensuelle que la personne peut toucher. Toutes les révisions qui ont eu depuis ces années ont mis en place différentes choses qui sont englobées dans l'assurance AI, notamment les mesures de réadaptation. Il faut savoir que la rente AI n'est versée que dans de rares situations et qu'en priorité, l'assurance va évaluer s'il y a d'autres possibilité de réintégrer la personne sur le marché du travail, que ce soit en adaptant son lieu de travail à sa pathologie ou alors en proposant une formation dont le métier est adapté à ses limitations de santé. Malgré toutes les assurances et les aides qui sont en place, il n'y a malheureusement passablement de personnes qui passent entre les mailles du filet social. Comment explique-t-on cela? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce phénomène? Ce phénomène peut être expliqué encore une fois par la méconnaissance du système et des aides existantes. La complexité de l'accès aux aides ou le ressenti de la complexité, ça dépend, peut aussi être un élément d'explication. Et puis on observe aussi également des cas limites qui sont à cheval entre deux assurances sociales. Et là, ça peut aussi être typiquement les personnes qui se retrouvent un temps sans aide parce que elles rentrent un petit peu dans les conditions d'accès d'une assurance sociale, un petit peu dans une autre. Et là, on s'aperçoit qu'on peut vite rentrer dans du ping-pong administratif qui pour la personne est une douleur supplémentaire puisque elle doit quand même faire face aux réalités du quotidien.
D'où aussi dans ce genre de situation d'être accompagné par un service social qui peut intervenir et équilibrer la situation d'une manière un petit peu plus rapide pour arriver à une solution d'apaisement pour la personne. Alors face à tous les problèmes et obstacles que nous avons mentionnés jusqu'à présent, certaines personnes se sentent démunies, seules. Alors comment obtenir de l'aide des services sociaux ? Alors, chaque canton a développé ses propres services sociaux sur son territoire pour sa population. En règle générale, je me permets de parler pour le canton de Vaud, il y a une offre de services sociaux très importante et qui permet de répondre à beaucoup de catégories de personnes. Les services sociaux sont généralement spécialisés selon une pathologie, comme par exemple la Ligue contre le rhumatisme, on a la Ligue contre le cancer, la Ligue contre la Ligue pulmonaire, on en a différentes qui existent. Ou alors aussi par rapport aux classes d'âge. On a par exemple Pro-Sénectouté qui va être à disposition des personnes qui touchent une rente AVS, Pro-Infirmis pour les personnes qui touchent une rente AI, donc avant l'âge de la retraite. Donc les services sociaux sont spécialisés par rapport à un type de population avec des conditions d'entrée dans chaque institution. Il y a aussi pour les personnes qui sont adeptes des moyens informatiques la possibilité d'avoir accès à Internet où il y a des moteurs de recherche qui nous permettent d'atteindre aussi les services sociaux. Où là, ça peut aussi être un bon outil pour pouvoir trouver un bon interlocuteur. Et puis, par exemple, sur le canton de Vaud, on a le département de la santé et de l'action sociale qui peut être contacté pour être ensuite redirigé vers le service qui peut prendre en charge la personne. Et chaque canton a un service du domaine de la santé et du social qui peut justement réorienter. Un conseil social dédié au rhumatisme, dans quel canton roman on peut en trouver ? Alors, en Suisse romande, le conseil social a été mis en place pour Vaud et Valais. Actuellement, il existe pour ces deux cantons. Après, les ligues peuvent être contactées et vont trouver une solution pour la personne. Comme par exemple à Genève, où il n'y a pas d'assistant ou d'assistante sociale dédié, mais il y a tout de même une consultation sociale. Alors voilà, exactement. Je me permets aussi peut-être de mentionner, parce que ça me semble être important pour pouvoir mieux se rendre compte de ce qu'est un service social, c'est que toutes les consultations sont donc confidentielles et on respecte évidemment la protection des données et la sphère privée de la personne. La consultation peut avoir différents modes selon ce qui convient le mieux à la personne et à l'assistant social. Ça veut dire l'assistant social peut se déplacer au domicile de la personne si cela se justifie et que la personne est plus à l'aise avec cette manière de faire. La personne peut aussi venir au bureau, ou ça peut se faire par téléphone. L'important est vraiment de pouvoir intervenir efficacement pour les besoins de la personne et pour améliorer la qualité de vie. Donc le mode d'intervention se définit selon la situation spécifique de la personne. Et puis, je mentionnerai aussi que la plupart des services sociaux des institutions sociales sont gratuits, ou alors il y a une participation financière très modique sous forme d'une cotisation qui se monte à une dizaine de francs généralement. Combien de temps vous suivez les personnes qui viennent à vous ? Alors, on voit de tout. Vraiment, ça peut être une consultation ponctuelle pour une question très pratique, très précise, ou là, ça peut être même un contact téléphonique, ou peut-être que l'assistance sociale va devoir se renseigner, rappeler la personne et l'orienter, et puis on n'aura plus de nouvelles de la personne, ce qui est une bonne chose, ce qui veut dire que la personne a pu mettre en place quelque chose qui a permis de solutionner le problème qui se posait à elle. Après, il peut y avoir des contacts réguliers, des rendez-vous mensuels, intervalles réguliers selon les besoins, avec des suivis en long cours. Ça, c'est vraiment selon les besoins que la situation nécessite. Toutes les situations sont très différentes. Comment faites-vous pour aider au mieux la personne selon ses propres difficultés ? Alors, je dirais qu'en premier lieu, notre travail consiste à écouter. Donc, pour pouvoir aider au mieux la personne, la première étape est de la recevoir et de l'écouter, de prendre le temps de la connaître, de réceptionner les éléments qu'elle veut bien nous confier, d'établir un lien de confiance et puis ensuite de rentrer dans les réalités et les besoins de la personne en l'accompagnant au mieux. Est-ce que vous travaillez aussi en réseau avec d'autres professionnels ? Alors, une fois qu'on a un contact avec un service social, par exemple, il y a forcément un travail d'interdisciplinarité qui va se mettre en place. Ça veut dire qu'il peut y avoir des réseaux avec le médecin, l'assistant social, l'infirmière,
le psychologue, qui peuvent être, qui vont être organisés pour pouvoir vraiment réunir les centres de compétences autour de la personne pour éviter de faire du travail à double ou vraiment prendre en considération tous les éléments de la vie de la personne. Donc, l'assistance sociale qui est au centre de la situation auprès de la personne va justement réunir les partenaires pour faire un travail à plusieurs. Et puis, sinon, en termes d'alternatives, je mentionnerais la famille pour autant que ce ne soit pas des situations trop lourdes et que la famille soit d'accord d'intervenir. Et puis sinon, dans certaines situations, ce sont des mesures de curatelle qui peuvent être mises en place. Alors, ça va plus loin que l'accompagnement social. On est bien d'accord, c'est une autre mesure, mais c'est aussi parfois une solution qui peut être mise en place pour aider la personne, provisoire ou pas, mais ça peut aussi être mis en place et pouvoir solutionner le quotidien de la personne. Et puis sinon, il existe aussi une prestation nouvelle qui existe en Suisse romande, qui est encore au stade du projet, qui s'appelle REAS, qui est un service social polyvalent qui intervient auprès des personnes souffrant de plusieurs pathologies. Donc qui ne répondent pas forcément à une seule institution de par la pathologie ou de par l'âge ou de par la situation spécifique de la personne, mais qui souhaitent intervenir auprès des personnes qui cumulent les problèmes de santé, les problèmes psychosociaux, qui s'appelle donc REAS et qui souhaite pouvoir atteindre les personnes qui en auraient besoin, qui actuellement est en difficulté de savoir comment atteindre ces personnes. Donc effectivement, c'est un projet qui existe, qui est encore méconnu et qui est à disposition des personnes qui souffrent de plusieurs pathologies. Laetitia, nous arrivons bientôt au terme de cette discussion. Quel message aimeriez-vous passer aux auditeurs et auditrices ? Oui, alors pour ma part, s'il y a un message qui me semble être essentiel, c'est le fait que demander de l'aide est une force et un signe d'intelligence dans un monde où se faire aider n'est pas toujours évident. Se faire accompagner, que ce soit pour 1 heure, 1 semaine, 1 mois, quelques mois, peut avoir un impact très très important et soutenant lors d'une période qui est difficile à traverser. L'autonomie de chacun reste aussi toujours au cœur du suivi dans un accompagnement qui respecte l'autonomie et la volonté de la personne. Merci beaucoup pour cette conclusion, Laetitia. Avec plaisir, merci de votre accueil. Et bon retour chez vous. Merci. Merci d'avoir écouté ce 7e épisode du podcast Le rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. En cliquant sur le lien dans la description, vous découvrirez le guide intitulé Maladies chroniques, prestations des assurances sociales. Ce podcast a été réalisé par l'agence Radar RP, par Maï Biderman et Jennifer Lepredour.